Aujourd'hui, on parle du développement de son entreprise à l'international avec mon invité du jour, Sean Young de Classcraft. Bienvenue à l'épisode 47 de l'Accélérateur. L'Accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre hôte, Marco Bernard. Salut tout le monde! Marco Bernard avec vous aujourd'hui en cet épisode 47. Et aujourd'hui, on va recevoir Sean Young de la compagnie Classcraft qui viendra nous entretenir sur comment développer son entreprise à l'international. J'ai eu la chance de voir Sean en conférence récemment et j'ai été fasciné par l'histoire de Classcraft qui est vraiment quelque chose d'incroyable. Une entreprise du Québec qui a été développée ici au Québec et qui est dans le domaine de l'éducation. Je dois vous dire déjà d'entrée de jeu que l'école dans laquelle étudie ma jeune fille de 11 ans, utilise les produits de Classcraft pour dans certaines classes de cette école-là. Donc, j'en entendais déjà parler de ce Classcraft, de ce programme Classcraft avant même de rencontrer Sean. Et là, évidemment, j'ai porté une attention un peu plus particulière à ça. Mais vous allez découvrir un produit qui est vraiment très, très, très innovant, très intéressant. Et je pense que c'est quelque chose qui va révolutionner complètement la façon de faire dans les écoles. Alors, et ça vient du Québec, donc c'est vraiment très intéressant. Alors, je pense que Sean va nous donner une multitude de conseils sur comment il a réussi à développer son entreprise à l'international. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Il nous partage ses outils qu'il utilise, les chiffres qui vont avec ça, etc. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Avant de vous laisser à l'entrevue avec Sean Young, j'aimerais simplement vous rappeler les façons de me rejoindre. Alors, vous pouvez me rejoindre sur Facebook au facebook.com/M Marco Bernard, à instagram.com/M Marco Bernard et finalement par courriel au parler, P-A-R-L-E-R, à commercial marcobernard.ca et je vous invite à venir me rencontrer sur ces plateformes-là ou encore à m'écrire sur mon courriel pour échanger avec moi ou encore à me proposer des sujets ou des invités que vous aimeriez que je reçoive dans les épisodes futurs de l'Accélérateur. Je vous laisse donc à l'entrevue avec Sean Young et je vous reviens tout de suite après. L'Accélérateur est une présentation de Production Extrême. Les experts en marketing par l'objet et en production de collections privées pour entreprises. Profitez de la promotion exclusive aux auditeurs de l'Accélérateur au marcobernard.ca/extrême. Alors, on est avec Sean Young aujourd'hui de la compagnie Classcraft. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'être sur l'Accélérateur. Sean, c'est très, très apprécié. Merci à toi. C'est un plaisir d'être là. Sean, je te laisse quelques minutes pour te présenter puis présenter Classcraft également pour nous dire un peu ce que ça fait Classcraft et ce que toi tu as fait, c'est quoi ton cheminement à travers tout ça. Donc, vas-y, je te laisse quelques minutes pour te présenter. Bonjour à tous les auditeurs. Je m'appelle Sean, je suis le PDG de Classcraft. Classcraft, c'est une plateforme qui permet de transformer l'éducation en un jeu vidéo. Donc, c'est pas un jeu de mathématiques ou un jeu pour apprendre la lecture, c'est vraiment une interface qui permet de faire en sorte que venir à l'école devient plus comme un jeu. Donc, on utilise des mécaniques des jeux vidéo comme monter de niveau, avoir des points, ces affaires-là, jouer en équipe, des événements aléatoires, plein de mécaniques qui font que les jeux sont motivants. On les applique à la vraie vie à l'école, puis on fait que venir à l'école devient motivant, trippant, excitant pour les jeunes. On a lancé ça en 2014 à bêta. On est maintenant dans 75 pays. On a plus que 3 millions d'utilisateurs dans la plateforme. On est en 10 langues. Donc, vraiment partie d'une idée. Puis maintenant, une plateforme qui est reconnue mondialement comme le leader en gamification, en éducation.
Donc, on est basé à Sherbrooke, puis on a un bureau aussi à New York. Parce que mon cofondateur, c'est mon frère qui est basé à New York, puis notre père qui est basé ici à Sherbrooke aussi. Donc, l'histoire de comment tout ça a commencé, c'est que j'étais enseignant pendant 10 ans au secondaire, j'enseignais la physique. Puis, à travers ça, j'étais aussi programmeur. J'avais une boîte de freelance de programmation de site web. Puis, je travaillais sur des contrats, principalement avec Devin, mon frère, qui lui était designer, directeur artistique. Comme je disais à New York, où est-ce qu'il me trouvait des gros contrats, il faisait le design, la partie client, puis moi, je faisais le développement remote à Sherbrooke. On travaillait comme ça pendant 10 ans pour des grosses boîtes, 3 ans pour Chanel. On a fait des projets avec Microsoft, on a bâti une école en ligne, plein de choses comme ça. Puis, quand j'ai eu l'idée pour Classcraft, j'étais pas du tout dans l'idée de faire un produit comme ça. C'était vraiment, j'avais des clients, puis j'enseignais, puis je me cherchais pas à partir en affaires, mais j'ai eu l'idée pour Classcraft de comment c'était cool que l'école soit plus comme un jeu. J'aime beaucoup les jeux vidéo, fait que j'ai comme mélangé mes 3 passions. L'enseignement, la programmation, puis le jeu. Puis j'ai comme bâti un prototype pour moi-même que j'ai utilisé pendant 3 ans avec des élèves. C'est juste comme quelque chose que je faisais. Puis un bon jour, en janvier 2013, j'ai décidé de mettre un site en ligne juste pour dire ce que je faisais. C'est vraiment prof de ce monde, regardez le jeu cool que je me suis fait. Puis le jour que ça s'est allé en ligne, c'est tombé sur Reddit. Puis il y a eu 130 000 personnes qui sont venues sur le site en visite unique. Au bout de la semaine, il y avait eu 250 000 de visites uniques. Des journalistes qui ont commencé à m'appeler de la BBC, d'autres publications en Europe. Puis je recevais une tonne d'emails à chaque jour de prof. Comment je fais pour downloader ton jeu? Il n'y a pas de bouton download. Il n'y en a pas, effectivement, parce qu'il n'y a pas de compagnie. C'est à ce moment-là qu'on a décidé, moi et mon frère, de sortir. Notre père était comme semi-retraité. Lui, il était comptable, puis il avait des budgets dans des grosses compagnies. On l'a sorti de sa semi-retraite pour on a parti de la compagnie. Puis, comme on dit, the rest is history. Tu as un background de prof. Pour t'avoir entendu en conférence, tu nous disais que toi-même, tu avais un certain, pas un certain dédain, mais mettons que tu étais en train de décrocher à un certain moment, là, au moment où tu étais étudiant. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, en tant que prof, tu t'es dit, bon, OK, il faut que je me lance là-dedans? Est-ce que c'est une conjugaison de tes passions personnelles que tu as arrimées avec la possibilité de faire une business? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, avec un background d'étudiant qui est sur le bord de décrocher, qui finalement devient prof de physique, à un moment donné, tu te ramasses avec une entreprise qui aide les étudiants à se raccrocher justement à l'école puis à voir ça un peu différemment? C'est sûr que et moi et Devin, on n'a vraiment pas eu une expérience super le fun à l'école. Moi, je m'emmerdais, pardon pour mon français, mais je m'ennuyais énormément. Puis Devin, il se faisait intimider, fait que ça n'a pas été des années faciles pour nous. C'est un peu ironique que je sois devenu prof, mais comme prof, mon but, c'était de faire en sorte que pour les élèves, être à l'école, ça ait un sens pour eux. Ce qui est dans je m'ennuie, c'est qu'il y a un manque de sens. Pourquoi je suis ici, à quoi ça sert? C'est pas encore ce motadine affaire-là. On a parlé hier, pourquoi on répète ça? Vraiment un disconnect entre mon temps-là comme individu puis mon sentiment de pertinence d'être là. Fait que, comme prof, je voulais vraiment faire en sorte que pour les élèves, ça soit le plus significatif possible. Une façon de faire ça, c'est de faire des bons cours, vraiment faire des trucs excitants. J'avais plein de projets où est-ce qu'on construisait des montgolfières pour apprendre des lois de la physique, des affaires comme ça. Mais ultimement, le Classcraft, c'est comme sorti de ça aussi. Cette idée-là de comment est-ce qu'on peut faire pour donner un sens à l'école. On va utiliser un médium qui est culturellement significatif pour les jeunes, le jeu vidéo, quelque chose qu'ils connaissent bien et qui passent beaucoup de temps avec. Mais en même temps, on va utiliser un médium qui est pertinent puis engageant. Si on regarde le jeu vidéo, il y a des gens qui s'inquiètent de la nature accrocheuse de ces jeux-là, mais c'est pas pour rien. Il y a plein de mécanismes là-dedans qui font créer
c'est motivant de jouer à des jeux, passer beaucoup de temps là-dessus, le sentiment de progression, de pouvoir prendre des décisions. Il y a plein de choses là-dedans qui font en sorte que les jeux sont motivants, puis on les a pris, puis on les a mis dans Classcraft. Pour moi, c'est vraiment une quête de donner un sens à l'école pour les élèves. Puis via une plateforme comme ça, ce qu'on permet, c'est à n'importe quel prof de prendre n'importe quel cours puis rajouter une couche de signification puis d'engagement par-dessus. OK. Aujourd'hui, on va parler de comment tu as réussi à prendre cette entreprise-là, qui est une entreprise qui est issue de tes passions et que tu as par la suite amenée à l'international. Donc là, tantôt, tu as parlé du nombre de pays dans lesquels Classcraft était maintenant, qu'il y avait officiellement des utilisateurs à l'intérieur de ces pays-là. C'est combien de pays présentement au niveau de Classcraft? 75 pays, oui. 75 pays. Puis combien d'utilisateurs présentement? 3 millions. 3 millions d'utilisateurs. Plus que 3 millions. Un peu plus de 3 millions. Chaque jour. Voilà. Donc, vous avez pris, dans le fond, ce qui était une passion, vous avez transformé ça, vous êtes dans le milieu de l'éducation. On sait que dans le domaine de l'éducation, là, les budgets, c'est très, très, très serré. Comment on parvient à développer à l'international dans un milieu qui est extrêmement serré? Comment on parvient à faire une entreprise et être capable de générer des revenus avec ça? Mais pour nous, le secret, c'était les profs. Je pense que les gens qui ont de la difficulté à croître dans ce marché-là, souvent, ils vont passer par vendre à des écoles. Nous, dès le départ, on s'est dit, on va faire ça si ça donne, là, mais on ne veut pas vendre à des écoles. Là, on le fait maintenant, mais au début, c'était vraiment pas ça l'idée. C'était de dire, moi, quand j'avais été prof, une de mes frustrations, c'est de trouver quelque chose de trippant comme plateforme ou comme outil. Puis là, ça coûte 5 000 $, fait que oublie ça, tu ne l'auras pas. Fait qu'on a vraiment fait un modèle qui ressemblait plus à Netflix. Les profs ils peuvent s'abonner eux-mêmes. Il y en a qui payent de leur poche, il y en a qui payent puis se font rembourser par l'école. Une licence, c'est 8 $ par mois US si tu payes pour l'année. Fait que le prof, il peut lui-même s'abonner puis utiliser la plateforme. Évidemment, il y a une version gratuite aussi. On a une version gratuite. Les profs s'abonnent et rentrent, utilisent la version gratuite aussi longtemps qu'ils veulent. Puis, quand ils ont le goût d'avoir les autres fonctionnalités, ben là, ils payent le premium puis ils upgrade. Là. Donc, on a vraiment eu une approche consommateur, si on veut. Là. Puis souvent, en éducation, les gens ont une approche B2B, vendre vers des business. Puis nous, on a une approche qui était B2C, vendre à des consumers, des consommateurs en premier. Là. Puis ça, ce que ça fait, c'est que un prof en Espagne peut l'entendre parler, puis partager, puis là, un autre prof au Mexique, il voit ça, puis d'un coup, les barrières s'effritent parce que tu n'étais pas dans un système scolaire top-down, super strict, avec des budgets serrés. Tu es dans la passion du prof pour ses élèves, puis de créer un happening dans ses cours. Là. Le produit, c'est un produit qui suscite beaucoup de passion chez les enseignants, puis chez les enfants aussi, mais chez les enseignants. Puis, ça fait que pour eux, le step de dire ça te facilite la vie, c'est vraiment le fun, je vais prendre un peu de mon argent pour acheter ça parce que c'est vraiment cool. C'était pas si dur à faire. T'sais. Mettons, ils ne feraient jamais ça pour un manuel de maths. T'sais. On ne va pas dire je vais sortir 500$ de ma poche pour acheter des manuels de mathématiques. Là. Ça, l'école devrait payer pour ça. Mais parce que ça, c'est quelque chose qui est très émotif, là, l'engagement, puis les élèves sont prêts à le faire pour eux-mêmes, puis sortir l'argent à ce moment-là. Fait que, je pense que ce qui nous a permis de faire ça, c'est de développer un produit qui était développé pour des profs, par un prof, puis une stratégie d'affaires qui était basée sur le bonheur, si on veut, de nos utilisateurs immédiats, c'est-à-dire les profs et les élèves. Je pense que le secret là, ça a été de être à la bonne place au bon moment, puis développer un produit pour l'utilisateur qui est vraiment passionné et qui est prêt à sortir l'argent. Tu as dit tantôt, c'est 8 $ par mois? Oui, pour un prof. Pour un prof. Et ça, dans le fond, lui, il peut appliquer ça à toute sa classe, tout simplement. C'est ça, autant d'élèves qu'il veut.
ça va prendre une quantité incroyable de profs à travers le monde pour vraiment te faire une entreprise qui va être hyper rentable, non? Il y a une quantité incroyable de profs à travers le monde. Oui, Si on regarde juste en Amérique du Nord, il y a, je pense, c'est 13,5 millions de profs. Fait que si on dit 10 de ce marché-là, juste l'Amérique du Nord, juste l'Amérique du Nord, on parle de, mettons, 1,5 million de profs. Si on fait 8 millions par mois en revenus récurrents, ça va être correct. Je vais pas gêner, là. Ça va payer la gomme à la fin du mois. C'est ça, je vais pouvoir m'acheter un magazine. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a un marché qui est là. T'sais, même si on a 1% de ce marché-là, juste l'Amérique du Nord, il y a de quoi à faire. Je pense qu'on ne réalise pas, mais les technologies éducatives, c'est un marché énorme dans les 1000 milliards. Mondialement. C'est sûr que il y a de l'argent là-dedans qui s'en va, qui ne sera jamais alloué à quelque chose comme Classcraft. Ils vont allouer ça à des logiciels de bulletins, plein d'affaires de même, mais il y a du budget là. L'autre affaire, c'est qu'on règle des problématiques qu'il n'y a pas d'autres produits qui règlent. Une problématique humaine de comment je fais pour faire en sorte que mes élèves viennent plus souvent à l'école. Ouais. Le taux d'absentéisme, c'est un méga gros problème partout aux États-Unis. Mais il n'y a pas vraiment de façon de l'adresser, technologiquement, en tout cas, en ce moment. Fait que là, nous, on propose une solution. De façon concrète, comment ça fonctionne, Classcraft, à l'intérieur d'une classe? Le prof s'abonne, on a ça dans l'écran, on est capable de partager ça avec nos élèves, mais après ça, de façon concrète, qu'est-ce que ça apporte de plus à l'intérieur de la classe? Ça change complètement la dynamique de la classe. Fait que, avec Classcraft, la classe devient un jeu. Les élèves, ils ont un personnage, ils vont être un guerrier, un guérisseur, un mage. En fonction de ça, ils vont avoir accès à des pouvoirs. Fait que les pouvoirs, c'est des choses comme tu as le droit de manger en classe, tu as le droit de remettre un devoir une journée plus tard, tu as le droit d'avoir un indice lors d'un examen. Les profs peuvent mettre ce qu'ils veulent, mais les élèves, au fur et à mesure qu'ils montent de niveau, vont débloquer ces pouvoirs-là. Puis, ils vont débloquer ces pouvoirs-là en gagnant des points en montant de niveau. Puis, les profs donnent des points pour ce qu'ils veulent. Fait que ça peut être, je te donne des points parce que tu as bien participé, parce que tu as remis tes devoirs. Mais dans des contextes différents, ça pourrait être pour des élèves autistes, je te donne des points parce que tu as dit bonjour en entrant dans la classe. OK. Ils vont utiliser ça pour régler les problématiques humaines de leurs élèves. Mais là, les élèves, ils jouent en équipe. Fait que s'ils font des gestes négatifs, ils peuvent perdre des points de vie. S'ils perdent tous leurs points de vie, ils vont avoir une vraie conséquence. Fait que, en fond, c'est numérique, mais il y a toujours un play sur tes pouvoirs, ils donnent des choses dans la vraie vie. Si tu perds trop de points de vie, tu vas avoir quelque chose dans la vraie vie. Fait que ça pourrait être apprends quelque chose de gentil sur tout le monde dans la classe, puis récite-le devant tout le monde, ou copier, ou ce genre de choses-là. Quand ça arrive, tous les élèves de leur équipe, ils jouent en équipe, vont perdre des points de vie. Et si un élève meurt, entre guillemets, dans Classcraft, toute son équipe va perdre des points de vie. Donc là, tout d'un coup, de la même façon que tu ne peux pas gagner au hockey en jouant tout seul, si tu gagnes en équipe, bien là, l'école devient ça. Tu vas gagner en équipe. Donc là, c'est plus mon comportement, mon bulletin, mes notes, mon devoir, c'est notre comportement collectif d'équipe. C'est « Hey, Marco, tu pourrais-tu pas oublier de faire ton devoir cette fois-ci? On aurait besoin que les élèves commencent à s'auto-réguler. OK. Ils peuvent se protéger. Fait que là, si un élève va perdre des points, l'autre élève peut intervenir puis protéger, utiliser son bouclier. Puis quand il fait ça, il gagne des points. Fait qu'à chaque fois que les élèves s'entraident, ils gagnent des points. Donc, on crée vraiment une dynamique collective d'entraide au niveau de la classe qui est super forte et super explicite. Là. Autour de ça, on a plein d'autres modules. Là. Le prof peut mettre du contenu, puis là, ça devient des cartes interactives. Puis là, les élèves, au lieu de faire un fichier, des exercices de maths, ça va être ils progressent dans une carte à la Angry Birds. Puis à chaque fois qu'il complète un objectif, bien, il va gagner des points. Fait qu'il y a comme toute une logique de faire en sorte que tous les gestes qu'il ferait normalement à l'école font partie de cette vision plus globale-là d'être un jeu. OK. Et concrètement, pour Classcraft, la stratégie de déploiement, parce que là, c'est quand même assez récent. Là, tu parlais de 2013 tantôt, c'est quand même assez récent. La stratégie de déploiement pour vraiment avoir une explosion au niveau du nombre d'utilisateurs et du nombre de profs qui utilisent ça à l'intérieur de leur classe, à l'international, c'est quoi la stratégie? Comment on s'y prend, ce Classcraft, pour arriver à ça? Empowerer excusez pour le terme, là, mais donner le pouvoir aux utilisateurs de partager la bonne nouvelle.
Fait que, ils sont passionnés par Classcraft. Il faut leur donner des outils pour pouvoir le dire à d'autres profs. Fait que des outils pour qu'ils aillent dans des conférences, dans des formations. On a un groupe d'ambassadeurs qui sont des profs partout dans le monde qui trippent sur Classcraft et qui vont aller à des conférences locales pour en parler. Fait que c'est des brand advocates. Après ça, fait que ça, c'est le bouche-à-oreille, la partie bouche-à-oreille, puis comment tu fais pour faciliter ça. L'autre partie, c'est marketing. On est super efficace d'un point de vue de marketing en ligne sur Facebook, etc., Twitter. Utiliser des médiums de marketing moderne puis devenir vraiment pointu dans nos analytiques, etc., sur comment gérer ça. Juste avant que tu poursuives, concrètement, au niveau de Facebook et Twitter, qu'est-ce que vous faites? Vous ciblez une audience, vous ciblez des groupes, vous ciblez comment vous faites ça pour rejoindre? Parce que vous autres, tantôt, tu disais on vise exactement le prof. Là. C'est ça notre B2C, mais le C, c'est le prof. Alors, on vise le prof. Comment on fait pour rejoindre nos profs avec Twitter puis Facebook, par exemple? Bien, maintenant, dans Twitter puis Facebook, ces plateformes-là, depuis 3 ans, sont devenues de plus en plus sophistiquées, particulièrement Facebook. La façon la plus simple, c'est de faire des campagnes lookalike. Fait que tu regardes qui c'est qui s'est abonné à ta plateforme. Okay. Facebook propose tes publicités à des users qui sont semblables, qui ont des profils semblables, des intérêts semblables, des jobs semblables. Fait que là, on n'est plus dans la géographie, on est dans... si Marco Bernard, c'est un gars qui trippe sur une plateforme comme Classcraft, ben, probablement que les autres gens qui ressemblent à Marco Bernard vont vouloir aussi s'abonner à Classcraft. OK. Fait que ça permet de targeter les bonnes personnes. Après ça, il faut être extrêmement diligent sur, bon, cette pub-là marche. Des fois, on a des pubs qui convertissent super bien. D'un coup, ils arrêtent. Parfait. On change, on fait des tests. On est tout le temps en train de faire des tests. Et on a une pub qui est comme la baseline, qui est comme, on l'a gardée, ça fait 2 ans, elle performe assez bien, puis elle nous permet de comparer nos autres pubs à cette pub-là. Puis notre but, c'est d'avoir des pubs qui performent mieux que celle-là. Fait que là, on essaie des campagnes. Une campagne, on a fait, par exemple, tout un projet autour de l'intimidation avec le gouvernement, tout ça. Donc, faire une campagne autour de l'intimidation, comment est-ce qu'on peut aller chercher le monde? Bon, est-ce que ça performe mieux ou moins bien que notre publicité de base, etc. Quelle est la métrique que vous vérifiez à ce moment-là pour comparer? Tu dis on compare. C'est quoi la métrique que vous arrivez à comparer pour vraiment les mettre une en face de l'autre? Bien, ultimement, c'est le taux d'activation. Il y a plusieurs métriques. Là. Il y a comme le click-through rate, là, combien de gens vont cliquer. Après ça, le conversion, combien de gens vont sign up. Ultimement, ce qui est plus intéressant, c'est combien de gens vont créer un compte, mais vont après ça utiliser la plateforme pour de vrai. Parce que quand tu es dans un SaaS, tu as plein de gens qui créent un compte, qui vont faire l'essai gratuit, puis là, ils vont s'en aller. Ouais. Ce qu'on veut, c'est des campagnes qui vont nous générer, qui seront pas chères à faire venir les gens sur notre site, ces gens-là c'est notre bonne audience, donc ils vont convertir. Mais après ça, qui sont vraiment notre bonne audience, puis qui vont l'utiliser pour de vrai. Puis quand on regarde nos publicités, c'est ces 3 affaires-là. Qu'est-ce qu'elle nous coûte? Est-ce qu'elle est capable de nous générer des users? Puis de ces users-là, il y a aussi des users de qualité. Okay. Des sign-up pour des sign-up, ça ne sert à rien. Il faut qu'ils l'utilisent et qu'ils nous génèrent du revenu ultimement. Là. Exact. Puis un mois type chez Classcraft, mettons, en investissement publicitaire comme ça pour du marketing, mettons sur Facebook ou des choses comme ça peut ressembler à quoi une facture publicitaire de Classcraft à la fin du mois? Ça varie beaucoup, là, parce que l'éducation, c'est un marché saisonnier. Ouais. Donc, à l'entrée, on a des budgets pas mal plus gros que le reste de l'année. Mettons, en la période de Noël, on coupe tout nos budgets de pub, on ne fait pas de pub. Là. Non. Puis, au milieu de l'été, là, le 4 juillet, là, pas un bon moment pour faire de la pub là, en éducation. Là. Ouais. Fait que ça varie, mais ça peut aller de quelque chose comme 5, 10, 15 000 à 20, 25 000, là, dépendamment des mois. Là. Quand même. OK. Ouais. OK. À part Twitter, Facebook, y a-t-il d'autres choses que vous utilisez comme stratégie pour oui, quand même. déployer? C'est 1 sur 6. Vas-y.
Une autre stratégie, c'est le content marketing. Fait qu'on a un blog qui ça fait 3 ans qu'on travaille dessus, dans lequel on a notre première employée, c'est une journaliste. OK. Puis bon, elle m'a appelé pour faire une entrevue. On a vraiment une bonne discussion. Puis après l'entrevue, on lui a fait le job. C'est toi qui as fait une entrevue après. C'est ça. Fait que, les trois là, mais effectivement, ça a été notre première embauche. Puis elle a fait plein d'affaires pour nous, mais elle a été au début, elle faisait du service à la clientèle puis des médias sociaux. Puis là, maintenant, elle est en charge de notre département de contenu, d'une équipe qui ont plusieurs responsabilités. Mais une de ces responsabilités-là, c'est de produire des articles de qualité autour des jeux en éducation, puis du développement émotionnel des élèves, puis la gestion de classe. C'est le genre d'affaires qu'on fait. Puis le contenu est vraiment de bonne qualité. Puis là, les gens ils partagent. Là, ça commence vraiment à être payant là, en ce moment. Là. Fait que là, on va avoir des taux de conversion organiques via le blog. Là. Donc, là, le pub, c'est le monde cherche un article sur la gestion de volume dans la classe, le bruit ambiant, puis là, il tombe sur notre article. Puis là, crime, c'est cool, puis là, il se crée un compte sur Classcraft. Fait que ça, souvent, on est dans des jeux de volume. Là. Souvent, quand tu fais du content marketing, si tu es capable de convertir à 1% de ton trafic à des users, c'est pas mal. Là. En ce moment, on est à 2%. Qu'est-ce qui est le plus efficace si tu regardes le dollar que tu investis sur Facebook puis le dollar que tu investis en content marketing, lequel des deux serait le plus efficace selon toi? C'est pas le même but. À cause de la rapidité. Là. Si tu me dis prends de l'argent puis je le mets où, là, ben, je vais te le dire sur Facebook. Parce que ça va te générer des users à court terme qui vont te générer du revenu tout de suite. Puis voilà. T'es mort de rire. Ça coûte pas mal plus cher, ce sign-up-là. Beaucoup plus cher. Okay. C'est genre 10 fois plus cher. Donc, sur le long terme, ton content marketing devient plus efficace parce que c'est de l'investissement à moyen et à long terme, mais qui coûte moins cher à convertir. Le problème avec Facebook, c'est que tu ne peux pas mettre de l'argent à l'infini. À un moment donné, tu satures tes audiences. Ouais. Quand tout le monde a vu ta pub 4 fois, là, ben, ça ne peut rien. Tu n'es plus bonne, ta pub, elle ne performe plus. Tu sais. Fait que c'est là que ça aide d'avoir d'autres stratégies qui sont un peu plus long play, mais qui permettent d'avoir un baseline organique qui se fie au fur et à mesure. Fait que, dollar pour dollar, je pense qu'on a besoin plus rapidement quand on est une business sur Internet, c'est tout de suite avoir des users. Mm-hmm. Mais si on est... si on se dit « OK, je suis là pour la longue game ben, », c'est ça. Ça prend comme un mélange des deux. Tu n'as pas le choix de faire aussi d'autres stratégies. Là. OK. Fait que là, on a un autre truc qu'on fait beaucoup, c'est on est impliqué dans beaucoup de conférences. En éducation, il y a un côté très in the flesh. En vrai, le monde veut le voir du vrai monde. Fait que là, on tombe sur notre stratégie avec nos ambassadeurs. Ces ambassadeurs-là ont payé leur transport pour aller à des conférences. Ils sont contents parce qu'ils présentent à des conférences en éducation. Ils ont de l'air cool. Mais pour nous, c'est bon parce que c'est des personnes authentiques, c'est pas des vendeurs. Mm-hmm. C'est des utilisateurs qui vont et disent hey, « Check comment c'est cool Classcraft, je vais te montrer ce que moi je fais. » Fait que, je pense qu'il y a une partie là. Fait que là, on participe comme ça là, à plus que 100, 200 conférences par année. Oh wow, OK. Ouais, ben on a 150 ambassadeurs à peu près. Là. OK. Fait que on a comme quelqu'un qui sa job, c'est de s'assurer que les ambassadeurs sont contents puis de les envoyer à des conférences. Okay. Fait que c'est un programme qui porte fruit parce que dans le fond, on stimule le bouche-oreille. Ouais. Ça, c'est une autre façon de faire ça. On travaille dans la même veine beaucoup avec des influenceurs sur Facebook. Pas sur Facebook, mais sur Twitter. Nos followers, ils follow qui? Puis ces personnes-là, elles peuvent-tu peut-être écrire un article sur Classcraft, etc. C'est du monde qui ont 100 000, 200 000 followers. Quand ils parlent de Classcraft, c'est bon pour nous autres. Comment est-ce qu'on peut faire des partenariats comme ça, etc. Utilisez-vous Instagram aussi? Oui. OK. Même chose avec les influenceurs et tout ça? On est un peu moins sophistiqué sur Instagram. On vient de commencer.
OK. On s'en sert plus pour comme donner un brand vibe. Là. On prend des photos au office, à des conférences. On est plus, c'est un peu différent comme stratégie. Là. OK. Y a-t-il d'autres stratégies qui s'en viennent pour continuer ou amplifier ce développement-là à l'international dans les prochaines semaines, prochains mois, ou on est pas mal dans les mêmes choses, mais on continue à bien faire dans ces secteurs-là que tu nous as donnés? Oui, dans le fond, on continue à faire ça. C'est sûr que on a beaucoup focusé sur l'acquisition d'utilisateurs via Internet. Puis là, on travaille plus sur une long play de fond, d'awareness. Le but, c'est pas juste que les gens se sign up, c'est que les gens, monsieur, madame, tout le monde sache c'est quoi aussi. Ouais. Que quand ils viennent leur temps de parler à leur prof, ils leur proposent. Il y a comme une stratégie un peu plus large maintenant. C'est sûr que le développement à l'international, pour nous, est d'un point de vue du marketing, nos efforts sont principalement par les États-Unis. Okay. Beaucoup de gens, assez cool, 75 pays, là, mais ces pays-là, on n'a pas fait de marketing, là, c'est arrivé tout seul. Là, c'est des profs qui parlent entre eux autres. Là. Le 95% de notre énergie de commercialisation est focusée vers les États-Unis. Parce que, bon, c'est un marché on peut y aller facilement, on connaît. Quand je te disais des statistiques tantôt sur le marché d'éducation, juste en Amérique du Nord, si on peut le penser comme il faut en Amérique du Nord, on est mort de rire. Oui, exact. Fait que je pense qu'il n'y a pas nécessairement d'intérêt à aller essayer de marketer en Inde, là, en Russie nécessairement. Ouais. Dans combien de langues on peut utiliser Classcraft présentement? Il y a 10 langues. Nous, on supporte 3 langues, là, anglais, français, espagnol. Puis les autres, c'est des profs. C'est vrai que j'avoue que c'est une autre partie de pourquoi on est dans autant de pays. Là. Les profs qui voulaient Classcraft disaient je suis en Slovaquie, là, je veux vraiment Classcraft en Slovaque. Là, quand est-ce que vous allez le faire? La réponse, c'est jamais. Fait que là, on a open source notre moteur de traduction. Fait que les profs, pendant l'été, traduisent Classcraft gratuitement. Wow! Ouais. Parce que là, ils veulent dans leur langue. Puis là, en échange, on leur donne un abonnement. C'est cool. Fait que là, on a plein de langues bizarres, comme le catalan, puis le slovaque, puis le hongrois. Ouais. Okay. Des langues que tu ne paierais pas pour... Tu ne paierais pas, je sais pas, 25 000 en traduction pour ça, mais ils veulent c'est cool. faire gratuit. Puis à partir du moment où eux autres le font, là, à ce moment-là, ça devient disponible pour les autres utilisateurs. Oui, c'est terminé, là, on met en ligne, puis la langue est là. Sean, quand j'invite des gens à venir sur l'accélérateur, je leur demande tout le temps sur le sujet du jour. On parle de développer son entreprise à l'international. On a effleuré rapidement. C'est sûr qu'on pourrait en parler pendant des heures, évidemment. Là. Mais je leur demande un truc d'accélération pour les gens qui nous écoutent, mais qui voudraient développer eux autres aussi leur entreprise à l'international. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces gens-là? On a échangé quelques trucs là, pour essayer de pousser notre entreprise sur le plan marketing. Mais toi, concrètement, y a-tu des trucs qui permettraient de vraiment pousser plus loin, d'accélérer, de propulser leur entreprise? Bien, c'est sûr que, bon, j'aurais plein de trucs par rapport à des business sur Internet. Ouais. Mais admettons, de façon moins spécifique et plus générale, au Québec, on a tendance à se dire, je vais le faire marcher au Québec. Après ça, si ça marche au Québec, je vais pouvoir le faire marcher aux États-Unis. Erreur. Ce qu'on devrait faire, à mon avis, c'est faire marcher aux États-Unis, puis là, si ça donne, le faire marcher au Québec. Okay. Parce que pour plein de raisons. La première raison, c'est que pour croître vite, ça va aller beaucoup plus vite dans un plus gros marché. Deuxièmement, le Québec, c'est un marché super particulier. Il n'y a personne comme au Québec, en Amérique du Nord, puis peut-être pas dans le monde. Le seul marché qui ressemble beaucoup au Québec, c'est le marché californien. Les habitudes d'achat, ils ressemblent. Ouais? Mais ouais, c'est assez fascinant. Mais tu sais, si t'es pas aller chercher un marché qui ressemble au Québec, tu peux aller en Californie. Il y a 35 millions de personnes en Californie. Okay. Moi, je pense que trop souvent au Québec, on se dit, je vais starter ça local, puis après ça, je vais aller global. Pour nous, là, on a plein de succès au Québec, mais on n'a jamais rien fait au Québec. Là. C'est arrivé parce que là, on était là, puis là, tout d'un coup, on a une certaine traction, puis là,
Fait que je pense que mon astuce numéro 1, là, c'est focaliser dès le départ sur l'international. Si tu veux aller à l'international, fais-le tout de suite. Là. OK. Parce que c'est pas en croissant tranquillement sur 15 ans au Québec que... Oui, là, ça se peut, là, mais si tu veux le faire rapidement, là, on parle d'accélération. Oui. La réponse, c'est focus sur ça immédiatement. Là. OK. Y a-tu des ressources, des inspirations? Tu sais, outre Classcraft, évidemment, qui est un bon modèle d'accélération. Là, si on parle de 2013 puis aujourd'hui, on a 4 ans, puis probablement même un peu moins que ça parce que 2017 n'est pas terminé, puis 2013 devait être l'année où on a mis en ligne puis où on a commencé simplement à en parler. Mais y a-tu des inspirations? Y a-tu des ressources que les gens peuvent aller consulter qui pourraient les aider à ce niveau-là? Il y en a plein. C'est sûr que nous, on a vraiment un modèle de start-up. Fait que là, les ressources pour les startups, là, une tonne. Là. Un livre que j'ai beaucoup aimé, qui n'a pas rapport avec l'internationalisation vraiment, mais qui est rapport avec comment bâtir une bonne business puis le faire bien rapidement. Un livre qui s'appelle Peak de Chip Conley, qui est à propos d'utiliser la psychologie humaine sur les 3 groupes avec qui on a affaire, c'est-à-dire nos clients, nos employés, puis nos investisseurs. Donc, utiliser la pyramide des besoins de Maslow pour répondre à leurs besoins. Okay. Si on regarde le client, c'est assez facile, mais c'est intéressant. Tu regardes les grosses compagnies qui ont vraiment réussi, mettons Apple. Au départ, le besoin de base, c'est livre-moi un produit qui fait ce qui est supposé. Après ça, je veux un produit qui va me faire donner de la reconnaissance sociale. Fait que je veux qu'il fasse ce qui est supposé. Pour ça, je veux qu'il ait l'air cool ou qu'il ait une certaine valeur sociale. Mais ultimement, ça c'est le haut de la pyramide, je veux un produit qui va me permettre d'accomplir mon potentiel. Exact. Quand tu es là-dedans, c'est là que tu crées des Apple fanboys. Si tu regardes Harley, ils ont vraiment été excellents pour faire ça. Le monde, il se promène avec des côtes Harley. Là. Mais ça, c'est une brand de moto. Là, mais au contraire, c'est relié à une façon d'être. Puis il y a quelque chose auquel on aspire à être. Fait que ça, c'est pour les clients, mais c'est vrai pour notre staff, puis c'est vrai pour nos investisseurs. Fait que, tu sais, nous, il faut que tu leur donnes du revenu. Après ça, il faut que tu leur donnes qu'il y ait de l'air cool. Mais après ça, il faut qu'ils se sentent vraiment bien à investir puis qu'ils croient à ta mission. Ouais. Fait que, ce livre-là, Peak, ça m'a vraiment ouvert les yeux à comment être en relation avec les différentes personnes avec qui on a affaire comme entreprise. Cool. Je vais mettre ça dans les notes de l'épisode. C'est le moment des questions éclairs, la pédale au fond, des questions surprises. Alors, la première, je vais t'en poser une. On a déjà un bon moment qu'on a passé ensemble. C'est comment de faire affaire à tous les jours avec son père et son frère? C'est, pour nous, là, vraiment chouette. Moi puis Devin, ça faisait déjà 10 ans qu'on travaillait ensemble, là, en freelance. Fait qu'on avait déjà une relation extrêmement efficace dans laquelle on a encore des conflits des fois, mais dans lesquels on avait déjà réglé plein d'affaires. Okay. Fait que, d'un point de vue opérationnel, on aime dire qu'on est les deux moitiés d'un même cerveau. Là. OK. Ça nous permet d'être vraiment efficace, là, puis de se dire les vraies affaires, puis de se faire confiance, d'avoir notre CFO qui est notre père. Je suis sûr qu'il ne va pas me fourrer. Ouais. Je dirais, il ne va pas partir avec la cagnotte. Là. Fait qu'on peut vraiment y faire confiance, puis ça nous permet d'exécuter au jour le jour de façon beaucoup plus efficace. Fait que, je pense qu'il y a une confiance qui est vraiment profonde entre les trois que tu n'as pas nécessairement si tu prends n'importe quel associé. Bon, c'est sûr que c'est pas toujours de même. Là. Il y en a qui se lancent en affaires avec leur famille, puis c'est des histoires d'horreur. Mais pour nous, c'est vraiment une partie de notre succès. OK. Cool. Le mot de la fin, tu reviens, Sean, avec cette belle équipe de direction-là, les employés qui sont dans la pyramide, qui essaient de se réaliser au maximum. Qu'est-ce qui s'en vient pour Classcraft dans les prochains mois, prochaines années? Plein d'affaires. C'est sûr que, c'est sûr qu'on vient de lever une série A. Fait qu'on est dans un moment de la compagnie où est-ce qu'on vient d'en passer de 12 à 30 personnes pendant l'été, sur 3 mois. Donc, une expansion très rapide. Du point de vue du produit,
on vient de lancer des cartes interactives. C'est vraiment une grosse fonctionnalité importante qui nous permet même d'explorer d'autres modèles d'affaires. Fait continuer à développer le produit, puis après ça, on s'attaque aux ventes à des écoles. Fait comment les écoles nous écrivent, disent on veut Classcraft, de quoi ça a l'air pour une école, si toute l'école est un jeu, c'est quoi ce produit-là, comment on le vend, etc. Fait qu'on est dans une phase de commercialisation autour de explorer la partie B2B de vente dans les écoles. Là. OK. Sean, merci énormément. Je vais inviter déjà, pendant que tu es avec moi, je vais inviter les gens qui nous écoutent présentement. On a une majorité d'entrepreneurs qui nous écoutent, qui peuvent tirer des exemples de ce que Classcraft fait. Et je vais déjà les inviter à partager cet épisode-là à quelqu'un qui connaisse, qui sont dans le milieu de l'éducation, que ce soit un prof, que ce soit un directeur, que ce soit quelqu'un qui est impliqué dans les commissions scolaires. Donc, de partager cet épisode-là à ces gens-là, juste pour leur faire connaître Classcraft, des fois qu'ils ne connaîtraient pas déjà. Et puis peut-être les inciter à aller vers ça. Parce que moi, ma fille utilise ça dans sa classe maintenant. Et puis, elle va utiliser ça l'année prochaine à son arrivée au secondaire. Puis je sais que pour en entendre parler à peu près à tous les soirs quand elle revient de l'école, je sais que c'est quelque chose qui aide vraiment les élèves dans leur comportement, dans leur façon de faire. Puis je sais que les profs doivent vraiment bien apprécier ça. Alors, j'invite à partager à ces gens-là. Comme ça, on va faire un petit peu à notre façon, rayonner un petit peu Classcraft autour des gens qu'on connaît. Alors, je te remercie énormément. Continuez à faire votre bon travail. Merci de ton temps, puis on se reparle bientôt. Merci, Marco. Ciao. Bye. Merci énormément à Sean Young de Classcraft pour son temps et sa générosité. Comme je vous avais dit déjà, il n'a pas hésité à nous partager les outils qu'il utilise, les chiffres, etc. Donc, c'était vraiment, vraiment intéressant. Je vous invite à jeter un œil sur le site de Classcraft pour aller voir vraiment cet outil-là qui est hyper intéressant, innovant, très, très intéressant pour les nouvelles façons de faire dans les écoles. Alors, je vous invite à jeter un œil là-dessus. Je pense que vous allez être complètement emballé par ce que vous allez voir. Et finalement, n'hésitez pas à entrer en contact avec Sean lui-même. Je suis certain que ça lui fera plaisir là, de communiquer avec vous puis de garder contact avec les gens qui vont écouter cette entrevue. Et tiens, pourquoi pas partager l'entrevue pour faire connaître Classcraft à des gens de votre réseau. Peut-être que vous avez des gens dans votre réseau qui sont dans le milieu de l'éducation. Alors pourquoi ne pas leur partager cet épisode-là pour leur faire découvrir Classcraft et leur faire découvrir au même moment l'accélérateur, le podcast Accélérateur. Alors, voilà donc qui termine cet épisode 47. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode 48. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!